Bonsoir à toutes et tous et merci de nous retrouver pour cette convention organisée par la SFEN. On va parler de l'avenir, de l'essor de nos territoires et nous avons le plaisir en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de terminer cette semaine qui a été donc consacrée à ces sujets. Alors pour vous accueillir sur notre territoire et en attendant les questions que vous voudrez bien nous poser et que vous pouvez déjà émettre dans le chat, je vais passer tout de suite la parole à Patrick Michaille qui représente la SFEN dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir Patrick, première table ronde sur l'énergie et l'environnement dans notre région. Est-ce que vous pouvez nous présenter le sujet? Oui, bien bonsoir. Je vous remercie pour votre présence en fin de semaine à ces tables rondes consacrées à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La devise de la SFEN, c'est faire avancer le nucléaire. Pour ce qui nous concerne en Provence, nous organisons des conférences aussi bien sur des sujets innovants, comme cette année les réacteurs de quatrième génération à combustible liquide, que sur les programmes d'actualité comme le démantèlement des installations, la prolongation de la durée de vie des réacteurs ou le traitement des déchets de très faible activité. Et le 15 octobre, nous organiserons un colloque d'une journée sur le nucléaire dans le monde. La région produit de l'énergie de façon renouvelable, principalement grâce à l'hydraulique et au bois énergie. Mais pour ce qui concerne l'électricité, la région doit en importer près de la moitié. Heureusement, elle est limitrophe du site du Tricastin, équipé de 4 réacteurs de 900 MW, et Monsieur Julien Aubert, le député du Vaucluse, pourra nous parler en particulier des avantages que la région en tire. Monsieur François Tourboult d'EDF est co-rédacteur d'une étude sur la neutralité carbone en région à l'horizon 2050. Pour la région sud, il propose une combinaison de 3 orientations: changer de vecteur énergétique, électricité et hydrogène, dans l'industrie et les transports, réduire les consommations, notamment dans les transports, et utiliser un vecteur moins carboné en remplaçant le fioul par la biomasse dans le chauffage. Pour autant, la multiplication par 4 des sources renouvelables, éolien en mer et solaire, ne suffira pas à rendre la région autosuffisante, car il faudra encore importer 28% de l'électricité consommée. Monsieur Eric Annus, chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, nous fera part des études menées sur le centre de Cadarache, comme le projet de recherche visant à étudier les systèmes hybrides à base de SMR pour décarboner les fournitures de chaleur et d'hydrogène. Avec Monsieur Jean-Noël Vernet, directeur de l'ingénierie et de l'établissement d'Aix de Technicatome, qui apportera sa connaissance des petits réacteurs embarqués, ils nous parleront notamment du projet Newart qui vise à proposer une centrale SMR pour la production décarbonée d'électricité. Je rends la parole à Yves pour la suite des interventions. Merci beaucoup Patrick. Donc comme Patrick vous l'a dit, vous pouvez aussi émettre vos questions puisque nous allons faire une intervention en gros de 7-8 minutes par intervenant. Il y en a 4 et le reste de cette conférence, de cette table ronde sera consacré à vos questions et aux réponses. Alors nous attendons le député Julien Aubert, député de Vaucluse, qui va nous rejoindre dans un instant. Mais je vais passer donc la parole tout de suite à François Turboult, qui fait partie de la direction recherche et développement d'EDF et qui dirige un projet de prospective énergétique sur les régions françaises. Comment, François Turboult, aborde-t-on la prospective énergétique en région? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de prospective énergétique en région. Donc, comment nous abordons le problème à EDF? Nous l'abordons sous l'angle du carbone et plus précisément de la neutralité carbone. En effet, il y a vraiment une urgence climatique car le changement climatique est déjà visible dans la région avec des périodes de canicule et de sécheresse et d'autres événements extrêmes qui commencent à arriver. Et Météo France a calculé que sans politique climatique efficace, la température dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur augmentera de 1,5 degré tous les 10 ans au-delà de 2050. Donc il y a vraiment urgence à aller vers cet objectif neutralité carbone d'ici 2050. Cet objectif de neutralité carbone qui existe pour la France et pour l'Europe est vraiment du concret pour EDF et c'est d'ailleurs ce qui apparaît dans la raison d'être d'EDF, qui est construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants.
Donc, dans le cadre de la convention signée entre EDF et la région Sud-PACA en 2017, nous avons donc réalisé une étude de prospective énergétique régionale à la maille de la région, dont l'objectif était de réduire fortement les émissions de CO2 à horizon 2050. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les émissions de gaz à effet de serre actuelles de notre région? Oui, alors si nous regardons ces émissions en 2015, qui est l'année à laquelle nous sommes fondés pour faire notre étude, donc il y a 40 millions de tonnes d'équivalent CO2 de gaz à effet de serre dans la région, hors émissions qui ne sont pas dues aux énergies. Donc, puisque EDF est un énergéticien, nous nous sommes centrés sur les émissions qui sont causées par des énergies. Et en fait, il y a deux parties dans ces émissions. Donc, la première partie, qui on peut dire sont des émissions dues aux habitants, des émissions vraiment locales, 37% dans le transport, donc des émissions importantes, puisque au niveau national, on est plutôt de l'ordre de 29%, et une large part de ces émissions proviennent des véhicules particuliers, et 15% dans le bâtiment, donc là une part plus faible que dans le reste de la France, dû à un climat plus favorable. Et les émissions sont principalement dues au chauffage et à l'eau chaude sanitaire. Donc ça, c'est une première grosse moitié des émissions. Et une deuxième moitié des émissions qui sont les industries en sens large, donc avec 30% pour l'industrie et les process industriels, comme les aciéries et les cimenteries. Donc une part très importante en région, c'est une vraie spécificité de la région. Et aussi des émissions importantes dues à la production d'énergie, 17% des émissions en région, donc le raffinage et la production d'électricité, notamment charbon et gaz. Donc deux grandes familles avec des leviers activés différents suivant ces deux familles. Alors justement, maintenant que vous nous avez fait cet état des lieux, comment va-t-on pouvoir articuler ces leviers de façon réaliste? Comment est-ce qu'on va répondre à ces contraintes? Donc la première chose, c'est que nous avons essayé de construire des scénarios qui soient réalistes en étant attentifs aux coûts et aux conditions de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que les modes de vie évoluent très progressivement. Donc on ne peut pas fonder un scénario sur une sobriété extrême qui permettrait de diminuer les émissions. Il faut essayer de le prendre en compte de façon réaliste. Et d'autre part, pour que un scénario réussisse, il faut que le coût de l'énergie reste maîtrisé. À la fois pour que les entreprises soient compétitives et pour que les ménages aient des factures qui restent acceptables. Donc l'épisode des Gilets jaunes en 2019 nous font comprendre l'importance de cette condition. Par ailleurs, la prise en compte de l'existant, du parc de bâtiments, de la structure du territoire est importante. Et aussi, ce qui est important, c'est de mettre en œuvre des technologies existantes pour être sûr qu'un chemin existe pour arriver vers cette neutralité carbone. Donc, pour décarboner, nous avons utilisé 3 types d'actions. Réduire la consommation d'énergie avec la technologie, donc l'efficacité énergétique, mais aussi avec le comportement, une sobriété réaliste, comme je vous disais précédemment. Le deuxième levier à activer, c'est baisser le contenu carbone de l'énergie qu'on utilise, utiliser des énergies moins carbonées dans l'électricité, les réseaux de chaleur ou le méthane avec l'utilisation de biométhane, par exemple. Et le troisième levier, c'est de changer de vecteur énergétique pour passer d'une énergie carbonée à une énergie bas carbone. Donc le fuel, par exemple, vers le bois ou vers l'électricité. Donc, compte tenu de l'ampleur du défi, la neutralité carbone est vraiment complexe à atteindre, mais il faut articuler l'ensemble des solutions au bon niveau. Donc, bien isoler les bâtiments, sans pour autant les rendre passifs, ce qui aurait un coût exorbitant. Remplacer les chaudières fuel et gaz par des chaudières à bois ou des pompes à chaleur. Encourager l'usage du vélo, des transports en commun, développer la mobilité électrique. Et donc ça concerne plutôt les leviers transport et bâtiments. Et ensuite, pour l'industrie au sens large, que j'ai évoqué précédemment, là, on observe une efficacité énergétique tendancielle due à des incitations comme les marchés d'émissions, les marchés des quotas d'émissions européens qui ont été mis en place pour faire baisser ces émissions. Et dans l'électricité, la fermeture des centrales charbon et fioul qui est en cours en France et dans la région. Et aussi, il faut noter sur l'industrie que l'aciérie, qui est un secteur très émetteur, devra à long terme, si on se place à 2050, opérer des ruptures
indispensable dans son process pour baisser fortement les émissions. Donc quand on met tout ça ensemble, l'étude montre qu'il est possible, en activant tous les leviers à un niveau économiquement pertinent, de diviser les émissions énergétiques de gaz à effet de serre d'un facteur 4 à 5 à horizon 2050 par rapport à 2015. Voilà, tout en prenant en compte la croissance de la population et du PIB. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, vous nous avez présenté là, François Turboult, beaucoup de leviers. J'allais vous demander, on commence par quoi? Parce qu'on pourra peut-être pas tout faire en même temps. Il faut commencer par déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que devant l'urgence climatique et le fait que le CO2 reste en moyenne au moins un siècle dans l'atmosphère, il faut privilégier des solutions pour décarboner dès maintenant. Il ne faut pas essayer de trouver des solutions qui nous permettront de décarboner juste dans 20 ou 30 ans. Or, aujourd'hui, nous avons un vecteur énergétique qui est bas carbone, l'électricité. C'est l'une des moins carbonées au monde grâce au mix électrique, nucléaire et ENR. Et on sait que l'électricité restera bas carbone, quelle que soit l'évolution de ce mix électrique. Le deuxième point, c'est que nous avons des technologies électriques avec des rendements élevés qui sont disponibles aujourd'hui, ce qui permet de maîtriser la consommation d'électricité. Le moteur électrique pour le transport, les pompes à chaleur pour le bâtiment, qui ont un rendement 3 à 4 fois plus efficace que leur équivalent thermique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'électrification est un levier majeur pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant. Et ce n'est pas une lubie d'EDF, une lubie d'électriciens, puisque c'est ce qui est préconisé par le GIEC au niveau mondial pour atteindre la neutralité carbone. Et c'est aussi ce qu'envisage l'État français dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, avec l'électricité qui passerait de 25% à 50% du mix énergétique en 2050 en France. Et en parallèle de cette électrification, on peut aussi, à court terme, préparer les évolutions structurelles pour la transition dans les domaines moins énergétiques, avec l'évolution des pratiques agricoles et alimentaires notamment. Alors, je vais vous poser une question qui concerne spécifiquement notre région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a souvent parlé de péninsule énergétique et notamment de péninsule électrique. Quel serait en fait l'impact de cette électrification sur l'approvisionnement électrique de notre région? Alors, en deux mots, on peut dire que ce serait un impact maîtrisé. Déjà, ce qu'on observe, c'est que la consommation d'électricité, avec cette électrification massive des usages, n'augmentera que de l'ordre de 20% en région d'ici 2050, grâce aux technologies efficaces électriques que j'ai mentionnées précédemment, mais aussi grâce à l'efficacité énergétique. Le deuxième élément, donc si on parle de système électrique, c'est que la solidarité du système électrique français permet actuellement de gérer la consommation électrique de la région Sud-PACA, qui est supérieure à la production locale, en important les productions électriques du reste du territoire français. C'est ce qui a été mentionné en introduction des débats. Mais grâce à ce système électrique performant, nous avons pu calculer qu'il serait toujours possible en 2035 d'approvisionner la région malgré l'électrification des usages. Et ce qu'on observe aussi en 2035, c'est que l'ajout réaliste d'électricité renouvelable non pilotable, solaire, éolien, dans la région, comme dans les régions françaises, peut être géré à travers le système électrique à cet horizon. Voilà, je vais vous demander donc de conclure, peut-être en deux, trois mots. Voilà, donc en conclusion, la neutralité carbone, c'est une urgence. La neutralité carbone, c'est quelque chose de difficile parce qu'il doit s'insérer dans l'ensemble des dimensions de la société, qualité de vie, compétitivité des entreprises, financement, mais c'est quelque chose qui semble faisable à condition de démarrer tout de suite avec des politiques ambitieuses. Et il y a une action qui a un effet dès maintenant, c'est l'électrification grâce à l'électricité bas carbone et des technologies efficaces électriques. Donc ce n'est que de la prospective, mais c'est au moins un point positif dans cette neutralité carbone difficile à atteindre. Merci François Turboult, merci de nous avoir présenté l'état des lieux, on va dire, et on va retrouver le député de Vaucluse, Julien Aubert, qui est avec nous. Merci, monsieur le député, de participer donc à cette table ronde en notre compagnie. Vous venez d'entendre à l'instant François Turboult. Il a dit que c'est faisable, donc ces objectifs, à condition de démarrer tout de suite
et avec des politiques ambitieuses. Alors vous connaissez parfaitement ces questions énergétiques, vous êtes un des députés spécialistes de ces sujets, et puis vous êtes un député qui, sur sa circonscription, a évidemment le Tricastin, donc vous connaissez aussi très bien la problématique. Politique ambitieuse, quand on vous dit ça, François Aubert, vous réagissez comment? Alors, c'est Julien Aubert, et le Tricastin n'est pas dans ma circonscription, il est dans mon département. Mais mis à part ces deux points de détail, écoutez, politique ambitieuse, c'est certain que nous avons perdu une dizaine d'années à vouloir changer de squelette énergétique au niveau national. On a beaucoup plus parlé de la fermeture de Fessenheim que de l'avenir de la filière nucléaire. Bon. Aujourd'hui, on se fixe de nouveaux objectifs avec 6 EPR. Et d'ailleurs, en tant que député de Vaucluse, je suis concerné puisque le site du Tricastin fait partie des sites qui pourraient accueillir un couple de réacteurs. Il est un peu en concurrence avec Bugey, sachant qu'il y aura donc 3 sites qui vont accueillir 2 réacteurs, probablement les 2 autres étant dans le nord, puisque EDF veut implanter ces réacteurs près de sources d'eau, plutôt près de la mer. Mais bon, le site du Bugey a la difficulté d'être à la frontière suisse, et les Suisses ne sont pas très favorables au maintien de l'activité nucléaire. En tout cas, pour le Tricastin, il y a, je dirais, un soutien très fort des députés et des élus concernés, puisque de la Drôme, du Gard, de l'Ardèche, du Vaucluse, clairement, il y a un consensus avec des gens qui s'intéressent beaucoup à l'énergie, puisque vous aviez celle-là de la Vergne dans la Drôme, moi-même dans le Vaucluse, Anthony Sellier dans le Gard, c'est un peu l'union sacrée pour faire partie donc de cette nouvelle aventure nucléaire et avec la construction d'EPR. Néanmoins, il ne faut pas réduire, je dirais, les ambitions à ces 6 premiers réacteurs, parce que au-delà, il y a la question évidemment du grand carénage, de la prolongation des centrales, et puis également de tout ce qui seront les SMR, les petits réacteurs modulaires, et pour lesquels on pourrait très bien imaginer les coupler avec des EPR. Pour revenir au cœur de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, évidemment, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nucléaire est un domaine important. Nous avons, pour ce qui concerne le pilote, nous avons ce qu'on appelle une opération d'intérêt régional qui s'appelle Énergie de demain. Et cette OIR, qui est donc coprésidée par moi-même et par le directeur du CEA, a identifié les secteurs d'avenir, les secteurs où nous souhaitons porter des ambitions dans le cadre d'un plan plus général qui s'appelle une COP d'avance, qui est en fait l'idée de viser à terme une région neutre en carbone. Alors, dans ce plan, bon, je vous ai parlé de Tricastin, de l'avenir de Tricastin, mais il y a aussi un mot qui revient quand on parle de région et du nucléaire, c'est évidemment le projet ITER, pour lequel la région sud ça a un engagement qui s'élève à 152 millions d'euros. Ça, c'est la convention financière qui a été signée désormais il y a une quinzaine d'années, dont 70 millions d'euros d'ailleurs pour la construction. Et puis, la région est régulièrement sollicitée lorsqu'il s'agit d'abonder différents dispositifs pour la poursuite notamment du chantier ITER. Elle a encore ajouté par exemple 10 millions d'euros récemment, de manière à accompagner ce projet qui est très important, puisque on considère que, enfin en tout cas pour ma circonscription qui voisine Cadarache, clairement ça a changé, je dirais, le nord des Bouches-du-Rhône et le sud du Vaucluse, et il y a évidemment toutes sortes de métiers qui sont en aval, de PME qui sont dans le sillage de ce projet ITER. Et puis, il y a aussi un autre élément sur lequel la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aimerait se positionner, c'est évidemment le plan de relance national, avec un soutien à la filière nucléaire qui va représenter 470 millions d'euros, dont 200 millions d'euros en soutien direct, complété par un soutien du PIA, et qui vise donc à accélérer la modernisation des entreprises. Si vous le souhaitez, je peux peut-être revenir ensuite sur d'autres points, mais avant de conclure, donc, je vous ai parlé d'ITER, d'ITER et de Cadarache. Cadarache, hors ITER, c'est déjà 5500 personnes.
c'est 280 millions d'euros pour les entreprises régionales. ITER, je vous en ai dit quelques mots, c'est un de nos projets sur lesquels il y a un engagement de long cours. Et puis nous sommes également, je dirais, pour l'ensemble des emplois de la région, puisque ça représente environ 19 000 emplois directs et indirects, la filière nucléaire. Nous sommes sur des stratégies de recherche de compléments métiers, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a évidemment, il y a des problèmes dans la soudure, il y a des problèmes des fois dans la chaîne, où on n'a pas forcément la bonne formation qui va avec. Et dans ce cadre, il y a un projet sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui est évidemment le projet Excel. EDF s'est engagé dans la montée en compétences de la filière nucléaire et la création d'une université des métiers du nucléaire, et la région Sud, aux côtés d'autres régions, eh bien, souhaite accueillir un de ses campus. Donc, elle a déposé, l'association Campus d'Excellence Industrie du Futur Sud a déposé un dossier, et elle porte dans notre région des actions à mettre en place dans le cadre donc de ce projet Excel, avec une partie qui serait donc abondée par le plan de relance. Merci. On pourra sur des points complémentaires pendant la session de questions-réponses. Hein. Et nous allons maintenant écouter les deux autres intervenants, Eric Annus qui représente le CEA, et puis ensuite Jean-Noël Vernet pour l'entreprise Technicatom, parce que justement on va parler de ces SMR, ces réacteurs que vous évoquiez à l'instant, donc Julien Aubert, et je passe tout de suite donc la parole à Eric Annus pour le CEA. Nous avons dans cette table ronde des intervenants de grandes institutions, de grandes entreprises. On le verra tout à l'heure avec Technicatom, d'entreprises qui sont des ETI ou pratiquement, et je crois que cette diversité montre bien aussi tout ce qu'il y a dans notre région au sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour répondre à ces problématiques. Eric Annus, c'est à vous. Merci Yves et bonjour à tous. Et tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde de la Convention SFEN pour débattre du thème énergie-environnement en région sud. Je vais commencer par me présenter, puis je rappellerai l'implication au CEA de l'ADES, la Direction des énergies, pour la mise en œuvre d'un système énergétique bas carbone. J'évoquerai ensuite les activités du centre de Cadarache concernant les énergies renouvelables et surtout nucléaires. Enfin, j'évoquerai le programme de travail autour des systèmes couplés, comme les SMR non électrogènes, associant le nucléaire à l'hydrogène ou à la production de chaleur. Donc, je m'appelle Eric Annus, je travaille au département d'études des réacteurs, qui est un des 3 départements de l'IREN, l'Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d'énergie bas carbone à Cadarache. Ma fonction est chef de projet, en fait, de 2 projets SMR. Le premier projet correspond au pilotage des activités du CEA pour le projet industriel Neward, qui vise à développer une centrale électrogène de 340 MW électriques, composée de 2 petits réacteurs modulaires. Le deuxième projet, de R&D prospective, vise à étudier des systèmes hybrides, conjuguant des SMR de technologie REP, que l'on peut coupler par exemple à des unités de production d'hydrogène ou à des réseaux de chaleur afin de contribuer à la décarbonation du mix énergétique à l'horizon 2040-2050. Alors, concernant l'ADES, la Direction des énergies, elle vise à apporter aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d'expertise et d'innovation pour la mise en œuvre d'un système énergétique bas carbone. Au sein de cette direction, une direction commune des programmes des énergies a été mise en place avec les équipes de l'ancienne DEN et celle du LITEN de Grenoble. Avec une approche intégrée du système énergétique, l'ADES s'intéresse à tous les modes de production d'énergie bas carbone, comme l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Elle s'intéresse aussi à leur interaction au sein du réseau avec les différentes composantes que sont le stockage, le pilotage et leur conversion. Pour le site de Cadarache, je vais vous brosser un panel assez large, sachant que vous avez compris, je suis particulièrement impliqué dans le domaine des SMR. Alors, côté ENR, on retrouve à l'entrée du site la Cité des énergies, qui regroupe un ensemble d'activités autour des bioénergies et des énergies solaires, qu'elles soient photovoltaïques ou thermiques. À titre d'exemple, la plateforme Megasol permet de caractériser en conditions réelles des composants et des prototypes de panneaux solaires. Côté nucléaire, je pense que vous connaissez tous
dans le public Sven les compétences de l'IREN en termes de conception de systèmes énergétiques complexes, en termes de capacité expérimentale, ainsi qu'en termes de modélisation et simulation. Je vais donc m'étendre maintenant davantage sur les deux projets de SMR. Le projet NewWard a déjà fait l'objet d'une présentation à la Sfen en décembre 2020. Je vais donc me contenter ici de rappeler le positionnement du CEA, qui est partenaire de ce projet, dirigé par EDF, et qui implique aussi Technicatom et Naval Group. Le projet est actuellement en phase d'APS. Le CA contribue au développement de briques technologiques de NewWard, comme le pilotage du cœur de SMR sans bord soluble, grâce à des études de neutronique, ainsi que la qualification de composants et de systèmes, comme les échangeurs à plaques et le système de refroidissement passif du cœur, grâce au développement de boucles expérimentales. J'en viens maintenant au programme de recherche sur les systèmes hybrides à base de SMR et sur les systèmes de conversion d'énergie, multivecteurs, électricité, chaleur et hydrogène. De tels systèmes permettent d'envisager la production d'hydrogène décarboné. Ils reposent sur deux briques technologies maîtrisées au CEA, à savoir l'EHT, l'électrolyse à haute température, qui permet un rendement élevé et qui a besoin à la fois de chaleur et d'électricité. L'autre brique est le SMR, qui justement peut fonctionner en cogénération chaleur-électricité. À titre d'illustration, le couplage d'un SMR de 450 MW thermique à un EHT permet une production quotidienne de 100 tonnes d'hydrogène, ce qui permet d'alimenter une flotte de 1200 véhicules lourds. Il ne s'agit donc pas d'une production massive d'hydrogène, mais plutôt d'une production locale. Concernant la chaleur, en particulier des réseaux de chaleur, l'analyse des données en France et en Europe nous a permis d'identifier des besoins pour des unités de 100 MW thermiques, voire plus petites, de 20 à 40 MW thermiques. À partir de ces premiers éléments, nous avons bâti une feuille de route du programme de R&D qui s'articule autour de 4 axes. En un, les études de marché pour préciser les performances attendues, tant techniques qu'économiques. Ensuite, les études de SMR pour la production d'hydrogène, les études de SMR pour la production de chaleur et les études sur les systèmes de conversion d'énergie innovants, multivecteurs, avec des fonctions de stockage et intégrant également d'autres sources de production telles les ENR. L'objectif de cette R&D est d'apporter des éléments de faisabilité technico-économique de systèmes SMR pour des usages multivecteurs. Je pense que je dois être pas loin de mon temps de parole, donc je vous propose de m'arrêter là. Merci beaucoup de votre intervention et puis ça ouvre le débat pour des questions. Juste pour indication, il y a déjà une douzaine de questions qui ont été émises, donc on aura la possibilité bien sûr de revenir vers vous tout à l'heure pour répondre à ces interrogations. Alors dernière intervention avant les questions, celle de Monsieur Jean-Noël Vernet qui représente l'entreprise Technicatom. Bonjour Jean-Noël Vernet, merci d'être avec nous. Bonjour. Votre entreprise est présente à Aix-en-Provence. On travaille, on sait, avec différents industriels et aussi notamment dans le domaine de la défense, avec des sous-marins. Vous allez peut-être nous en parler un petit peu puisqu'il y a eu de l'actualité ces derniers mois à ce sujet-là. Voilà, on voulait justement illustrer dans cette réunion de ce soir le fait que c'est une véritable filière organisée avec des grands donneurs d'ordre et puis avec aussi des entreprises telles que la vôtre sur le territoire. Je vous laisse nous présenter Technicatom et nous dire un petit peu pourquoi aussi vous êtes là ce soir avec nous pour nous parler de cet avenir énergétique. Merci Yves. Oui, alors Technicatom, c'est une histoire qui remonte autour des années 60 et qui est née en fait du CEA. Donc on a une très grande proximité historique avec le CEA, puisque en fait Technicatom est né à l'origine de 2 départements du CEA. La spécialité était les réacteurs de recherche et puis vraiment la création d'une filière française 100%, qui a permis de développer les réacteurs des sous-marins, puis du porte-avions. Donc 3 catégories de sous-marins, les sous-marins nucléaires, les sous-marins nucléaires d'attaque, donc qui sont en ce moment d'actualité. Effectivement, le premier
de la série des Barracuda a été mis à la mer et a fait déjà un certain nombre de tours et donc fonctionne et en tout cas répond à toutes les attentes des marins. Donc de ce point de vue, c'est une première réussite et donc il y a encore 5 bateaux derrière de cette série de Barracuda qui sont en cours. Deuxième type de sous-marin, c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et là, nous sommes dans le process des débuts des études du futur, de la future série de SNLE qui remplacera la série actuelle. Et puis, troisième domaine des réacteurs embarqués et compacts, c'est le porte-avions. Donc, pour l'instant, là aussi, il y a un projet engagé pour le remplacement du porte-avions actuel sur une base nucléaire. Donc, beaucoup de projets qui, pour certains, ont démarré assez récemment. Il faut noter aussi que nous nous appuyons sur l'INBSPN, donc qui est à Cadarache, où donc globalement nous avons plus de 750 salariés de Technicatome, alors répartis entre la partie purement militaire et aussi sur le RJH. Donc le RJH étant le réacteur de recherche Jules Horowitz qui est en cours de montage. Nous avons aussi un réacteur d'essai à Cadarache, le RES, qui fonctionne depuis 2018, dont la divergence a eu lieu également. Donc c'est quand même notable, 2 divergences en 3 ans, enfin dans les 2 dernières années quasiment. Pour la France, c'est un événement quand même relativement important, même pour cette taille de réacteur. Voilà, donc nous nous appuyons aussi sur une expertise et un maintien des compétences important avec tout un process qui va derrière et qui s'appuie évidemment sur la partie des projets militaires, mais aussi sur les projets civils. J'ai cité le RJH, mais donc il y a aussi le SMR et nous avons travaillé dans l'histoire sur différents projets, à la fois de réacteurs de recherche, mais aussi dans le médical et d'autres domaines qui touchent toujours au nucléaire. L'idée étant d'équilibrer et d'avoir des capacités d'ouverture sur le monde civil, tout en maintenant le bon niveau des compétences dont on a besoin aujourd'hui et dont on aura besoin demain, puisque ces programmes sont des programmes assez longs et les bateaux durent plus d'une 50aine d'années. Ils doivent servir le pays pendant plus de 50 ans. Dans ce cadre-là, et depuis en fait assez longtemps, le SMR était inscrit dans les sujets d'intérêt et de recherche de Technicatome, avec pendant longtemps l'idée que ça pouvait être une source d'énergie pour soit des champs, des installations de dessalage dans certains pays où la nécessité de trouver de l'eau douce était importante, soit pour accompagner des champs pétrolifères. Ces marchés n'ont jamais vraiment émergé, mais les développements et les idées ont continué à germer et on a avancé sur un concept qui, petit à petit, rejoint un peu les préoccupations d'aujourd'hui, sachant que nous avons sur la planète un nombre très important de compétiteurs potentiels. Sur les 2 appels d'offres qui ont eu lieu dans les dernières années, on a pu lister plus de 30 compétiteurs potentiels, et c'est un marché dont on sait qu'il sera relativement compétitif. Donc ce SMR, il doit s'inscrire dans une logique à la fois économique, avec un niveau de sûreté qui soit le plus haut possible, pour 2 raisons. La première, pour une raison que tout le monde appréhende ici, qui est l'acceptation publique et le fait que la sûreté est un sujet fondamental, mais aussi parce qu'elle rejoint directement la problématique économique, parce qu'en fait, un des grands paramètres qui fait le coût de l'énergie, c'est le degré de sûreté et la complexité ou pas que peut avoir cette installation en regard des exigences réglementaires qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui et qui évoluent et qui continueront à évoluer. Donc ce concept en fait est issu de ces données, avec l'idée aussi que le réacteur, mais aussi l'ensemble du concept doit être fabricable,
pouvaient être fabriqués dans des usines de façon anticipée et de façon là aussi encore modulaire. Donc non seulement le SMR est lui-même un module, mais la façon dont le SMR sera constitué est elle-même très modulaire par définition. Et donc dans ce cadre-là, la partie chaudière n'y coupe pas. Et le concept est fait pour être en capacité d'anticiper un maximum l'ensemble de ces fabrications au-delà de la conception qui est en cours. C'est un modèle très compact par rapport à l'ensemble justement même on peut dire des 30 compétiteurs qui sont sur le marché. L'extrême grande majorité est partie sur des concepts dérivés directement des PWR, donc sur des réacteurs à boucle courte pressurisés. Technic Atom avait fait le choix de partir sur une conception beaucoup plus ramassée, qui présente un certain nombre d'avantages, même s'il y a plus de suspense, puisqu'il y a des développements et des briques techno importantes à développer et à franchir. Et donc, c'est un élément qui, en gros, à hauteur comparable, peut produire 30% d'énergie en plus pour un tiers de volume en moins. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a le sentiment que notre projet est important pour l'avenir, doit être porteur, et peut contribuer, dans le cadre du partenariat qui a été cité, à faire en sorte que la France puisse se doter d'un réacteur 100% français qui puisse répondre à toutes les exigences du marché, c'est-à-dire avec un raisonnement complet de coût de possession dès le départ. Merci. Merci Merci de votre intervention. Alors, on a une question, vous venez à l'instant, je pense, d'en parler, mais je vais rebondir avec la première de la quinzaine de questions qui sont déjà arrivées que je vais prendre, et puis vous pouvez encore nous en poser dans le chat. C'est Jean-Yves Perron qui nous pose la question suivante. Pour peser le marché SMR à l'international, il faudra réaliser un démonstrateur en France. Alors, c'est pas une question, c'est une affirmation. Est-ce que vous pouvez, par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Vernet ou Monsieur Annus, répondre à Jean-Yves Perron? La main ou Jean-Michel? Oui, allez-y. Oui, donc en ce moment, vous savez, il y a des échanges réguliers avec l'État qui soutient le projet. Il y a eu une annonce de 50 millions d'euros dans le cadre de France Relance, qui est un budget significatif pour les études d'APS, et donc on remercie vraiment l'État là-dessus. Et nous avons engagé, alors EDF, je ne sais pas si François est au courant, mais effectivement, il y a des discussions qui sont bien avancées pour mettre en place une tête de série en France qui serait évidemment un gros plus pour le développement de New même si, je le rappelle, hein, les cibles de New World, c'est un marché de l'électricité. La France, l'électricité est déjà bien décarbonée, donc la cible est à l'export. Mais ça serait très bien commercialement de pouvoir avoir une tête de série en France. Merci. Pour rester sur les SMR, une autre question de Jean-Pierre Monville qui nous dit l'installation de centrales SMR sur les sites des anciennes centrales fioul et charbon pourrait réutiliser les installations électriques et les sources froides. Alors, on s'aperçoit que c'est pas des questions, mais c'est plutôt aujourd'hui des propositions ou en tout cas des interventions. Comment peut-on Qui veut répondre à toujours Monsieur Annus, peut-être? Répondre effectivement à l'international, ce sujet fait beaucoup débat parce qu'effectivement, on pourrait récupérer des parties du système de conversion d'énergie. Donc, d'un point de vue économique, oui. Après, il faut quand même que ça soit sur un site nucléaire. Donc, c'est la contrainte en France. Pour l'international, il faudra voir aussi comment on peut gérer les deux, quoi. Parce que le SMR nécessitera forcément un site nucléaire. Julien Aubert sur ces questions. Je crois que vous vouliez peut-être intervenir. Vous m'entendez bien ou pas? Oui. On vous entend bien, monsieur le député, allez-y. Oui. C'est évident que pour les SMR, on a besoin d'avoir pour l'exportation. Je crois vraiment que dans les 10 à 15 prochaines années, certains pays
qui auront peut-être coupé un peu tôt certains de leurs dispositifs thermiques, seront très intéressés par ce type d'installation. Donc nous avons besoin d'en avoir sur le territoire, mais même au-delà, pour l'export, mais même au-delà, je crois aussi que dans le cadre de l'équilibrage de notre système électrique, nous gagnerions, surtout si nous supprimons certaines sources thermiques, à en développer, je dirais, au-delà de la simple démonstration. Et effectivement, moi, ce dont j'ai compris, c'est qu'effectivement, on pouvait réutiliser des sites utilisés autrefois donc par du gaz ou du fioul. Modulo, ce qui a été dit, qui est que le phénomène not in my backyard fait qu'il vaut mieux le faire sur des sites nucléaires et aussi pour des questions réglementaires, parce que ce sont des sites qui obéissent à des règles particulières en matière de protection. Donc ça va aussi peut-être un peu limiter, bien que EDF, c'est pas le problème du foncier, hein, EDF là. Voilà. Et puis alors, moi, ce qui m'intéresse en réalité, c'est l'articulation entre la stratégie EPR et la stratégie SMR, parce que ça peut avoir des conséquences en termes je dirais, du réseau, et puis évidemment par rapport à la visibilité qu'on peut donner au bassin d'emploi concerné. Merci. Alors des questions pour François Turbou. C'est évidemment très bien qu'à l'échelle de la région ou de la nation, on vise la neutralité carbone, mais au niveau de l'international, est-ce que EDF agit auprès de ses partenaires pour réduire leurs émissions de CO2? C'est une question de Patrick Dumaz. À l'international, est-ce que vous pourriez préciser un peu? Je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement la question. Alors la question, c'est de dire qu'à l'échelle de la région, donc on vise, vous nous l'avez dit, la neutralité carbone. Est-ce qu'aujourd'hui on exige un petit peu la même chose de la part de nos partenaires? Est-ce que vous pesez auprès de vos partenaires à l'international pour que ça se passe de façon pareille chez nos voisins? Pour ce qui est de l'international, en tout cas EDF est très présent à l'international et très présent aussi sur de la production bas carbone. Donc déjà sur la partie production, il y a de nombreux projets de production bas carbone à l'international côté EDF. Sur les échanges avec les partenaires, je suppose que EDF aussi agit dans le même sens et essaye d'entraîner ses partenaires sur le même chemin, puisque en fait, je vous disais tout à l'heure, la raison d'être d'EDF, c'est vraiment aller vers un avenir énergétique neutre en CO2 et trouver des solutions et des services innovants. Donc voilà. Donc je connais pas tous les projets à l'international, mais en tout cas il y a beaucoup de projets qui visent à aller vers la neutralité carbone, aussi bien dans la région qu'en France qu'à l'international. Merci. Alors, des questions toujours pour vous, mais évidemment, les autres intervenants peuvent aussi y répondre par rapport à votre présentation tout à l'heure, hein, François Turbou. On a Serge Solage qui nous demande, a-t-on étudié ou envisagé l'exploitation de nouveaux sites HIC, de nouveaux barrages? Donc, sur l'étude énergétique que nous avons fait donc en 2018, nous avons regardé les potentiels des différentes sources de renouvelables. Pour ce qui est de l'hydraulique, il y a peu de potentiel en région. Il y a quelques potentiels au niveau national, mais peu de potentiel en région. Le gros du potentiel a été exploité. Il y a des possibilités de rénover certains sites pour gagner un petit peu au potentiel, mais c'est pas là-dessus qu'on aura beaucoup de leviers en termes de développement de renouvelables. En termes de développement de renouvelables, les potentiels sont plutôt sur le solaire en toiture, par exemple, ou l'éolien offshore, mais on pourra revenir sur ces éléments un peu plus tard. Et je profite d'être encore avec vous pour vous poser une question sur la géothermie, où un intervenant nous dit on n'en parle plus beaucoup de la géothermie aujourd'hui. Oui, alors sur la géothermie, donc nous avons essayé de prendre en compte ces éléments. Donc, il est complexe de savoir exactement quels sont les potentiels de géothermie dans la région. Donc, nous avons fait des analyses plus poussées, mais plutôt sur des régions avec des potentiels très élevés comme l'Île-de-France. Donc il y a des potentiels en géothermie. Donc nous avons essayé de prendre ces éléments en compte dans l'étude. Et il y a aussi des potentiels pour la thalassothermie. Donc
pas l'énergie du sol, c'est l'énergie de la mer, mais il y a des potentiels intéressants pour la thalassothermie. Et bien sûr, à 2050, il faudra essayer de prendre en compte ces éléments pour construire la neutralité carbone, puisque, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est très difficile et il va falloir activer l'ensemble des leviers. Donc, géothermie et thalassothermie sont des leviers intéressants à activer dans la région. Alors, une question aussi sur les expérimentations qui se passent dans la région. Répondre sur ce point, même si je crois que c'est le département du Var. Y a-t-il des expérimentations hydrogène dans la région? Pour quels usages et avec quelle chaîne de valeur? C'est une question qui nous est posée également. C'est pour moi? Parce que ça a coupé. Allez-y, allez-y, M. Aubert. Oui. Tout à fait. Oui, alors effectivement, nous avons beaucoup d'expérimentations hydrogène dans la région. Dans le Var, essentiellement pour des bateaux fluviaux. Nous avons également du côté de Fos-sur-Mer plutôt du stockage et du ravitaillement. Nous avons également des projets concernant des autocars, des autocars du côté de Monaco. Et puis dans les Alpes de Haute-Provence, du stockage dans des cavités salines. C'est du côté pas de Digne, mais de Fort-Calquier. Voilà. Donc il y a plusieurs, si vous voulez, puisque évidemment l'hydrogène a plusieurs types d'applications, hydrogène mobilité, hydrogène stockage. On est surtout aujourd'hui sur des schémas d'investissement préalables très en amont, puisque c'est pas forcément rentable. Simplement, il y a beaucoup de coalitions qui rassemblent des intercommunalités, des communes, parfois des acteurs privés également, évidemment. Je pense notamment à Jupiter 1000 du côté de Fos-sur-Mer. Donc ces coalitions, eh bien, la région les accompagne. Et puis nous essayons aussi de mettre l'accent, de pousser avec le port de Marseille à une réflexion aussi sur la manière dont on pourrait inclure le sujet hydrogène. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Et effectivement, la région essaye de se positionner comme l'une des leaders au niveau national sur ce dossier, toujours avec aussi en toile de fond le plan de relance, même si c'est un peu moins que les Allemands, c'est quand même substantiel, hein, plusieurs milliards d'euros. Mais je crois qu'il y a un impensé encore, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Je crois que s'agissant de l'hydrogène, c'est bel et bien couplé avec du nucléaire et sur des SMR, qui seraient donc directement je dirais, impliqué sur la production d'hydrogène, qu'il y a un champ relativement intéressant, parce que je ne crois pas énormément à la production d'hydrogène avec des énergies intermittentes pour des raisons de coût. Merci. Alors, je prends les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, quelquefois, ça peut paraître un petit peu décousu. Une question pour Jean-Noël Vernet de Jean-Pierre Pauly-Villard qui nous demande quel est le rôle de Westinghouse dans le projet Neward, quelles avancées dans le domaine réglementaire. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur ce point et puis peut-être nous éclairer sur le contexte de cette question, Monsieur Vernet? Oui, alors il est vrai que EDF a fait appel à Westinghouse pour des raisons à la fois stratégiques et commerciales. Donc Westinghouse est une entité que tout le monde connaît bien dans le nucléaire, mais qui n'est plus vraiment le Westinghouse aujourd'hui qu'il était il y a encore 15 ou 20 ans. Malgré tout, ça reste un acteur important du domaine. Et donc EDF a souhaité que Westinghouse prenne part au projet. Et pour l'instant, c'est encore en phase, il y a des phases de discussion sur le degré d'implication et ils vont travailler certainement sur la partie combustible et donc prendre part à ce projet à ce titre-là. Et pour un développement à l'international, il est clair que ça sera un atout. Donc là, on les a déjà. Technicatom, donc j'ai parlé du site de Cadarache, la partie ingénierie, et c'est le site où je suis personnellement implanté, et sur Aix-en-Provence même, enfin sur Aix-les-Milles, pour être précis, regroupe plus de 650 salariés actuellement de Technicatom, et toujours en croissance assez forte en ce moment, compte tenu du nombre de projets qu'on a. Et effectivement, on a déjà reçu des personnes de Westinghouse pour commencer un certain nombre d'échanges et de discussions sur le sujet. Sur l'autre question par rapport aux aspects réglementaires,
Là, ça va être un domaine assez intéressant parce qu'il va falloir rebattre les cartes assez fondamentalement, compte tenu qu'on n'a pas d'éléments extérieurs, contrairement à tous les concepts actuels où il y a toujours un bout de circuit primaire qui sort quelque part et qui est un des premiers aspects des études des accidents graves. Là, tout est intégré dans la cuve et donc il y aura effectivement une réglementation qui sera à adapter chez nous et ailleurs, et on a déjà commencé des discussions avec l'autorité de sûreté française ainsi que l'autorité de sûreté anglaise sur ces sujets. Merci. Une question peut-être pour François Turbout, une question assez large sur une problématique qui est évidemment celle de notre région Sud-Provence-Côte d'Azur par région. Y a-t-il un fort développement de la climatisation en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou une problématique particulière qui est liée à la climatisation, François Turbout? Donc, la climatisation, oui, donc ça c'est un élément que nous avons aussi regardé dans l'étude. Donc bien sûr, quand on fait de la prospective énergétique à 2050, il est indispensable de regarder quel sera le climat à horizon 2050. Et nous savons que quelle que soit la stratégie d'ici là, la température va continuer à augmenter d'ici 2050. Donc ça, d'ici 2040-2050, les 20 prochaines années sont à peu près engagées aujourd'hui. Donc nous savons qu'il y aura des besoins de climatisation plus importantes en région. Donc après, nous avons décliné différents scénarios et en fonction des scénarios, les besoins de climatisation seront plus ou moins importants et seront liés notamment à la rénovation du bâti jusqu'à cet horizon. Donc dans les scénarios ambitieux que nous avons regardés, grâce à une rénovation du bâti importante, nous observons que les besoins de climatisation augmentent mais n'explosent pas à cet horizon. Mais voilà, nous pouvons dire qu'à horizon 2050, il y aura quand même un développement important de la climatisation et peut-être plus important dans la région Sud-PACA que dans d'autres régions françaises plus au nord. Merci. Alors, une autre question pour vous, et puis on demandera aussi son point de vue au député Julien Aubert. L'électrification des lignes ferroviaires régionales pourrait-elle réduire les émissions de CO2 dans les transports en commun? Enfin, pourrait les réduire. Donc, c'est une question de Jean-Pierre Monville, ou une proposition en tout cas, par rapport à cette problématique de l'électrification des lignes ferroviaires régionales. Est-ce que vous pouvez nous répondre, François Turbout, et puis on demandera à Julien Aubert aussi son point de vue sur la question. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête sur le taux de lignes non électrifiées en région, mais voilà, ça c'est un levier d'électrification encore important, l'électrification des transports en commun et du transport par train. Donc c'est un levier important et intéressant. Donc dans l'étude, nous avons aussi regardé cet élément. Et donc il y a deux choses possibles, électrification par caténaire ou électrification indirecte par de l'hydrogène. Donc les deux solutions peuvent être intéressantes suivant la configuration. Et donc c'est ces deux éléments que nous regardons bien sûr à EDF et que nous avons essayé d'analyser dans l'étude. Julien Aubert, peut-être sur cette question. Alors là, peut-être avec votre casquette région. Depuis le début, je suis pas mal sur mes casquettes région, mais TER, ça veut pas dire train express régional, ça veut dire transport express régional. Et la région a aussi beaucoup de bus, de cars, et on voit bien d'ailleurs qu'il y a un mouvement consistant pour certaines lignes à privilégier le bus plutôt que le train. Alors on pourrait en discuter au plan du CO2, mais il y a aussi des impératifs économiques. Donc la question pourrait aussi se poser sur, je dirais, la manière de limiter l'impact carbone de ces bus. S'agissant des trains, ben, il est évident que l'électrification, plus il y aura d'électrification, moins on aura d'émissions de CO2. Après, je ne suis pas ingénieur des voies ferrées, mais il y a aussi des questions peut-être de puissance, de consommation, de topographie, que je ne maîtrise pas forcément. Voilà, mais évidemment, ça va, je dirais, dans le sens d'une réduction des émissions de CO2. Reste que le problème plus global, c'est surtout le fait que le rail a tendance à être concurrencé par d'autres types de mobilité.
On a une question également sur, puisqu'on a évoqué plusieurs des territoires de notre région, sur les Alpes-Maritimes et Nice, avec le retour d'expérience sur les expérimentations de microgrids à Nice. Donc, est-ce qu'on peut en parler un petit peu, François Turboult? Vous avez des indications là-dessus sur ces réseaux, où je vois Julien Aubert qui opine. Donc, peut-être, Monsieur le député, sur ce point-là, ce retour d'expérimentation sur les micro-réseaux à Nice. Non, ça, moi je suis dans l'OIR Énergie de demain et c'est une autre OIR qui fait ceci, donc je ne connais pas le résultat. François Turboult, peut-être sur cette question? Donc, les microgrids, donc il y a eu différents démonstrateurs en région et en France et qui sont regardés par notre centre de recherche à Saclay. Mais ce n'est pas quelque chose que nous avons analysé de plus près dans le cadre de l'étude. L'objectif de l'étude, c'était vraiment la décarbonation à horizon 2050 sur l'ensemble du système énergétique. Donc voilà, je ne suis pas sûr que j'aurai des éléments supplémentaires sur ces analyses. Alors nous avons plusieurs questions de Monsieur Luc Foulquier que nous connaissons bien, Patrick Michaille, dans les différentes réunions de la SFEN et différents congrès. Luc nous demande, certains parlent de 100% solaire et éolien, on risque de mettre des panneaux et des éoliennes partout, et qu'en serait-il d'une région à 100% en énergie renouvelable? Donc là, c'est une question très très vaste et très large sur laquelle peut-être chacun peut se positionner. Oui, moi je veux bien commencer. Alors moi j'y suis hostile, hein. J'y suis hostile au plan national parce que je pense que c'est complètement irréaliste au regard des méthodes de stockage aujourd'hui. C'est irréaliste au plan de la consommation foncière. C'est irréaliste au plan de l'acceptation des populations. C'est irréaliste au plan industriel. C'est irréaliste au plan commercial. C'est irréaliste au plan budgétaire et c'est dangereux au plan de la stabilité du réseau. Donc, je pense que le problème de la France aujourd'hui, c'est justement que nous allons avoir 2-3 hivers devant nous où nous allons prier pour ne pas avoir un signe noir en Europe qui viendrait mettre subitement en tension le réseau, avec un risque d'effet domino, sachant que le parc nucléaire n'est pas... D'abord, il y a une petite réduction avec Fessenheim, et ensuite, une partie du parc est indisponible. Et sachant aussi que nous étions en capacité d'importer de l'électricité d'Allemagne, mais que dans le même temps, l'Allemagne ayant également fermé certaines de ses capacités thermiques et nucléaires, elle ne sera plus en capacité de nous exporter en quatrième vitesse de l'énergie. Au plan, voilà, donc après, l'idée de la COP d'avance, c'est la neutralité carbone. Donc ça suppose d'avoir une vision plus large, je dirais, des énergies décarbonées. Je pense que la France gagnerait à se battre un peu plus pour que le nucléaire soit inclus dans la taxonomie des énergies décarbonées au même titre que les autres. Voilà. Et puis, donc, nous faisons plutôt on a une approche plutôt multi-énergie. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'hydrogène. Il y a de l'éolien, mais surtout de l'éolien en mer flottant, assez peu d'autres éoliens. Et le solaire, effectivement, dans notre région, a un beau potentiel, modulo le fait qu'il faut ensuite trouver le terrain disponible. Sur cette même question, est-ce que d'autres personnes veulent intervenir sur ce sujet? Oui, 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 je pense qu'effectivement tout est dans l'équilibre et donc avoir une seule source d'énergie dans tous les cas de figure, c'est pas la bonne solution. L'histoire l'a montré. Donc je partage complètement l'idée qu'il faut avoir un mix énergétique, dans lequel, effectivement, le nucléaire garde quand même cet atout incontestable d'être totalement décarboné. François Turboult, vous vouliez intervenir sur ce point aussi. Oui. Donc, tout à l'heure, je parlais des potentiels de renouvelables. Donc, nous avons travaillé avec Eifer, qui est un centre de recherche en Allemagne, co-dirigé par EDF et par l'université de Karlsruhe, donc qui est spécialisé dans l'hydrogène et les renouvelables. Nous avons essayé d'analyser les potentiels de renouvelables en région. Donc, s'il y a beaucoup de soleil en région, d'un point de vue photovoltaïque au sol, il y a quand même des potentiels limités parce que
il y a beaucoup d'autres usages en région. Donc, par rapport à d'autres régions, peut-être le potentiel est plutôt sur le photovoltaïque en toiture. Nous avons fait pour regarder une analyse de si nous mettions massivement du solaire en région à horizon 2050, de l'ordre de 30 gigawatts de solaire. Et ce que nous avons vu, c'est que ça pouvait poser d'énormes problèmes au réseau, ne serait-ce que parce que la pointe électrique aujourd'hui en région est plutôt de l'ordre de 5-6 gigawatts. Donc si on avait massivement du solaire en région à cet horizon dans la région, ça poserait des problèmes importants en termes de dissémination de cette production. Par contre, à des horizons 2035, nous avons pu regarder si nous ajoutions de l'ordre de 3-4 gigawatts de solaire en région et de l'éolien offshore, comme mentionné par le député, et nous voyons que ce mix renouvelable et importation de nucléaire faisait que la consommation pouvait être satisfaite à tout instant et éventuellement l'excédent de production de renouvelables grâce au système électrique pouvait être disséminé sur l'ensemble du réseau français et européen. Et donc voilà, il faut arriver à faire une dynamique harmonieuse entre le nucléaire et le renouvelable pour pouvoir faire fonctionner le système électrique. Merci. Question totalement différente, mais comme je vous dis, elles arrivent au fur et à mesure. Hein. Oui, pardon, allez-y. Oui, allez-y. Oui, tout à fait, j'étais prêt à compléter. Donc, effectivement, on sait qu'en France, on parle toujours de beaucoup de l'électricité, mais qui est déjà décarbonée. Donc, moi, je suis en phase avec les propos du député et aussi dans la proposition que l'on fait en ce moment et dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est aussi de promouvoir l'énergie nucléaire pour d'autres vecteurs, hein, donc l'hydrogène et la chaleur, où là, il y a des enjeux, effectivement, de carbonation. Et pour information, donc, on a commencé à en parler avec des partenaires européens et on va déposer une proposition de projet au prochain call Euratom dans cette année. Et on sent bien que la communauté adhère, hein, suivant les pays, l'intérêt pour l'hydrogène, l'intérêt pour les réseaux de chaleur. On a tout de suite, dès qu'on a évoqué cette idée-là, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour contribuer à ce genre d'initiative. Je pense que là, il y a quelque chose effectivement à crever sur le moyen terme. Merci. Alors une question très très différente, hein, mais comme je vous disais, ces questions arrivent au fil de l'eau. Hein, c'est la règle du jeu qu'on s'est donnée. C'est Chantal Labergel du CNRS qui nous demande qu'en est-il du traitement des déchets passés, présents et futurs. Alors, moi je veux bien répondre. La question des déchets nucléaires, c'est une question qu'il faut disjoindre de la question de la production. Les Scandinaves, d'ailleurs, sont beaucoup plus pragmatiques que nous. C'est-à-dire que vous avez finalement en Suède des gens qui sont pro ou anti-nucléaires. Pourtant, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut des centres de stockage ou d'enfouissement, appelons-les comme vous voulez. Et donc, il y a un consensus, je dirais, national en disant que de toute manière, il est hors de question de laisser ces déchets aux générations d'après. La France est un cas un peu particulier parce que finalement, vous avez des gens qui sont anti-nucléaires, mais qui sont aussi anti-solution de déchets, ce qui est assez contradictoire, puisqu'on ne peut pas d'un côté se plaindre qu'il y a un problème de déchets, et de l'autre, briser toute tentative de solution pour régler le sujet. Alors, le projet, bon, il y a évidemment des centres de stockage ou d'entreposage en semi-surface pour ce qui est le moins radioactif, le moins actif. Et puis, vous avez le projet CIGEO qui est à Bure, qui fait l'objet d'ailleurs de critiques de la part de certains écologistes, pour les déchets dont le taux de radioactivité est le plus élevé et qui sont à haute activité vie longue. Donc, projet consistant à mettre donc dans des sarcophages au fond de la Terre, c'est à 500 mètres sous terre, donc ces déchets, et avec l'idée que sur 1 million d'années, ça reviendra peut-être à la surface un jour, mais il n'y aura plus aucune radioactivité. Ce projet fait de la France un pays pionnier en la matière, puisque nous travaillons dans l'argile et que d'autres pays, il y a les Suédois qui ont un projet, mais plutôt de mémoire dans du granit. Simplement, lorsqu'on va le visiter, ce site, c'est assez particulier, il y a de l'eau qui coule partout. Ça fait très bizarre. Et les Américains en avaient un qu'ils ont abandonné.
pour des raisons essentiellement d'ailleurs de bataille politique entre les démocrates et les républicains. Donc, pour l'instant, je dirais que nous avons la solution, le projet avance, et il devrait être définitivement avalisé par le Parlement dans les années qui viennent, au moment où devrait débuter je dirais, aujourd'hui il y a une expérimentation avec un laboratoire souterrain, au moment où devraient débuter, je dirais, les travaux proprement dits, en sachant que l'accent est mis sur ce qu'on appelle la réversibilité, c'est-à-dire la possibilité, pendant la durée d'entreposage de ces déchets, de revenir en arrière pour récupérer certains colis. Merci. Autre question assez politique, hein. Les technologies existent-elles pour décarboner le type d'industrie que nous avons dans les Bouches-du-Rhône? Y a-t-il un risque de délocalisation avec les taxes carbone? Toujours avec vous, Julien Aubert, pour la taxe carbone? Je ne vais pas prendre toutes les questions aussi. Dans celle-là, après on conclura sur une autre. On conclura sur une autre. Bon. La taxe carbone, alors la contribution climat-énergie, enfin la contribution carbone, elle a été gelée après la crise des Gilets jaunes, ce qui n'empêche pas aujourd'hui le gouvernement de tenter de réintroduire d'autres choses. Je pense au texte climat et résilience actuellement, qui prévoit une écotaxe qui ne dit pas son nom, une écotaxe régionale. Les républicains auxquels j'appartiens défendent plutôt l'idée d'une barrière écologique, d'une taxe carbone aux frontières, qui viendrait rétablir, je dirais, l'équilibre à travers une forme de protectionnisme qui ne dit pas son nom, mais qui serait basé effectivement à un protectionnisme environnemental. Ça me semble effectivement plus intelligent qu'une taxe carbone mal appliquée ou appliquée uniquement aux entreprises françaises. Sur le potentiel, le risque, bah oui, effectivement, il y a notamment du côté de Fos-sur-Mer, je dirais, toute une industrie pétrochimique qui pourrait se retrouver effectivement très en difficulté si, du fait du renchérissement du prix de l'énergie de quelconque manière que ce soit, la compétitivité ou les équilibres économiques devaient être remis en question. Voilà pourquoi on est toujours sur la corde raide lorsqu'on parle d'écologie, mais même au-delà d'ailleurs de la question de la taxe carbone, je me souviens de l'interdiction de l'huile de palme, des choses comme ça, forcément ça a un impact, là en l'occurrence ça avait eu un impact sur Total, donc ça a toujours un impact sur le potentiel. Voilà pourquoi dans le mot transition énergétique, le mot transition a aussi son sens. Merci. Ben justement, c'est la dernière question que je vais peut-être poser en conclusion à chacun d'entre vous en vous demandant peut-être 1 minute ou 1 minute 30 de réponse sur cette question. Comme ça, on restera dans le timing. Quelles sont en fait les grandes différences puisque nous concluons cette semaine organisée par la SFEN sur l'ensemble du territoire français? Quelles sont pour vous les grandes différences entre la région sud et les autres régions au niveau donc de ces problématiques de consommation énergétique? Peut-être un petit mot là-dessus d'Eric Annus. On va commencer avec vous. Sur les consommations en région, alors c'est vrai que nous, côté CEA, j'avoue qu'on a tendance à regarder ça plutôt à l'échelle nationale. Et côté cadrage, donc on a des outils effectivement pour défendre des plateformes, hein, pour mettre en œuvre des expérimentations autour des vecteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais alors l'impact sur la consommation en région, j'avoue que je préfère laisser la parole à d'autres parce que c'est pas forcément mon sujet de prédilection. Jean-Noël Vernet, vous avez un point de vue sur cette question? Oui, simplement le seul point, c'est effectivement si on va vers des vecteurs que l'on peut changer, on peut aussi réduire localement, je pense au cadrage, à nos consommations et basculer plus vers du vert. Donc ça, c'est quelque chose que l'on regarde à l'échelle du site, oui, tout à fait. Jean-Noël Vernet? Juste un point de vue de citoyen, on voit que effectivement, on a avec le changement climatique, on a quand même des températures dans la région qui augmentent régulièrement et donc des appels d'énergie qui doivent être relativement violents l'été et qui continueront probablement à l'être avec les périodes de forte chaleur que nous avons connues ces dernières années. Et donc, oui, je pense qu'il y a une spécificité finalement moins dans le chauffage et plus dans la climatisation quelque part, et qui devrait s'amplifier dans les années qui viennent. Hors de ça, après, on l'a dit, il y a les transports, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être vus, mais qui sont plus, de mon point de vue, plus classiques et plus communs aux autres régions. Merci beaucoup. François Turboult? Oui, en termes de consommation, donc je voulais revenir sur l'aspect industrie, qui était la question précédente, qui est vraiment une spécificité de la région. Donc il y a 2 régions en France avec
des fortes consommations industrielles et puis des émissions induites, c'est suite de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France. Et donc, si on veut décarboner ces émissions à horizon 2050, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est de l'efficacité énergétique tendancielle qu'on observe déjà depuis une vingtaine d'années. L'industrie se décarbone progressivement, mais il y a certains secteurs où il faudra avoir vraiment des ruptures de process. Et les deux secteurs importants, ce sont les aciéries, donc aciéries donc autour de Fos, et les cimenteries. Le premier étant vraiment les aciéries, avec des émissions très importantes. Et à ce titre-là, nous participons avec ArcelorMittal à un projet européen visant à remplacer le process qui utilise beaucoup de charbon actuellement pour fabriquer de l'acier. Donc, 1 tonne d'acier, c'est 2 tonnes de CO2 actuellement, à le remplacer par un processus d'électrolyse. On a donc électrifié le processus, l'électricité à l'intérieur du process, ou d'autres solutions existent avec de l'hydrogène. Et donc là, ça pourrait vraiment décarboner fortement ces industries. Et on va donc terminer avec un mot sur cette question assez générale du député Julien Aubert, en vous remerciant d'avoir été avec nous ce soir, Julien Aubert. Je suis pas un spécialiste de consommation énergétique dans la région, mais enfin, ce que je dirais, c'est que, bon, évidemment, ça a été dit, je crois, avant moi, nous sommes une péninsule énergétique, donc nous consommons plus que ce que nous produisons, ce qui fait que nous sommes quand même tributaires de ce que les autres produisent. Deuxièmement, nous sommes une région qui est quand même, qui a perdu quand même des plumes en matière d'industrie. Nous sommes moins industrialisés quand même que d'autres régions, je pense notamment à Rhône-Alpes, ce qui fait que on a des fois des bilans CO2 de l'industrie qui sont par le passé qui étaient positifs, mais c'était surtout le fruit plus d'une désindustrialisation que d'un verdissement. En matière d'habitat, il y a évidemment le sujet des climatisations qui a été ciblé. Il ne faut pas oublier qu'on est une région qui a des départements assez pauvres. Prenez quand même le Vaucluse, c'est le 7e département le plus pauvre de France. Ça veut dire que vous avez beaucoup de passoires thermiques aussi, beaucoup de gens qui se chauffent au fioul. Voilà, oula. Bah, vous avez effectivement, je dirais, un champ là-dessus de gisements de productivité inexploités, comme on dit à la Cour des comptes. Et puis en matière de transport, bah, alors c'est un peu indirect par rapport à la consommation énergétique, mais notre région présente la caractéristique d'être extrêmement dense sur une partie très fluide, qui est l'axe entre Avignon et la frontière italienne, et où se concentre l'essentiel du trafic. Et ensuite, il y a tout un pan de la région qui est faiblement innervé, dit plus difficilement accessible. Et donc, évidemment, ben, ça a des répercussions en termes de pollution, ça a des répercussions en termes de consommation d'énergie, de bouchons, d'embouteillage, etc. Merci à tous d'avoir été avec nous sur cette première table ronde. Il y en aura une dans quelques instants, hein. Donc de toute façon, on va rester un peu sur les mêmes sujets, mais on va évoquer aussi le potentiel en matière notamment d'emploi dans notre région par rapport à donc cette problématique de transition énergétique. Merci de vos questions également. Il va y avoir, je pense, un petit message d'attente pendant quelques instants et on se retrouve pour la deuxième table ronde pour ceux qui souhaitent la suivre vers 17h30. Merci à tous. Patrick, on reste ensemble. On se retrouve tout à l'heure. Et merci à tous nos intervenants. Merci à Jean-Noël Vernet. Merci à Eric Anus. Merci à Julien Aubert. Et merci à François Turbout. À très bientôt.